Merci beaucoup. Donc, il m'a été demandé de vous parler du phénomène de l'accaparement des terres en Afrique. Nous allons rapidement parcourir le phénomène, voir son évolution et voir actuellement comment la situation est en train voilà, comment est-ce que c'est en train d'évoluer sur le terrain. J'ai juste mis cette photo pour illustrer un peu, elle est un peu caricaturale, mais bon, c'est pour illustrer un peu ce qui se passe et de montrer un peu, disons, le paysan qui avait peut-être l'habitude de travailler sur cette terre avec des moyens très dérisoires et devant lui un certain nombre de, je dirais, voilà, d'engins qui sont actuellement sur le terrain. Alors, qu'est-ce que c'est en fait le phénomène de l'accaparement des terres ou le phénomène de... voilà, c'est un phénomène qui occupe une très grande place, je dirais, aujourd'hui dans le paysage médiatique ou l'a occupé pendant très longtemps. Comme on peut le voir un peu sur ce graphique, pardon. Oups. Comme on peut le voir sur ce graphique, on voit un peu ce qui avait été publié dans certains journaux. On parle de « à vendre pays pauvres », cette image de grande fourchette avec couteau et tout, qui montre un peu, en tout cas, l'idée qu'on s'en fait. On peut l'appeler, on l'appelle de façon très habituelle, accaparement des terres ou land grabbing. Il est appelé également appropriation, acquisition des terres à grande échelle. On peut l'appeler pression commerciale sur les terres, intérêt croissant pour les terres agricoles dans le monde. En fait, selon la position de celui qui en parle, les termes diffèrent. Alors, c'est un phénomène dont on a des difficultés vraiment à connaître la réelle ampleur, parce qu'il y a un souci de statistiques sur le terrain, parce que souvent dans les pays concernés, on n'a pas de données officielles. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés à aller au ministère de l'Agriculture dans un pays et dire, bon, je veux savoir exactement quelles sont les terres qui sont prises par, disons, qualifiées de terres accaparées. On a du mal à avoir ces données. Et il faut préciser qu'il y a une différence réelle entre les chiffres qui sont annoncés dans les médias et les chiffres réels quand on va sur le terrain. Ce graphique, en fait, ou cette figure nous montre un peu, à partir de deux sources, les deux meilleures sources qui existent actuellement de l'International Land Coalition et puis le Land Matrix, où on voit par exemple que si on prend 100 intentions, c'est-à-dire que 100 entreprises, 100 investisseurs qui ont manifesté l'intention d'acheter les terres, on arrive à entre 36 et seulement 59% de contrats qui sont réellement signés et actuellement réellement en production, c'est-à-dire vraiment des terres mises en valeur pour les besoins qui ont été exprimés, on est entre 1 à 2%. Donc on parle de passer d'à peu près 35 millions d'hectares qui ont été annoncés comme intention d'acquisition à peu près 20 millions de contrats qui ont été signés et à moins d'1 million d'hectares qui sont réellement mis en valeur comme donc, souhaité par ces investisseurs. Cela concerne à peu près 350 opérations qu'on a recensées. Alors, le phénomène existe depuis toujours. L'acquisition des terres en Afrique, c'est un phénomène, ou en tout cas c'est une façon de faire qui existe depuis toujours, je dirais, parce que les fonctionnaires, chefs religieux, hommes d'affaires et tout, ont pour habitude d'acquérir des terres. Le but étant donc de sécuriser un peu leur retraite, parce que c'est ça qui... La terre ne ment jamais, la terre ne perd jamais de valeur, donc elle en prend d'ailleurs. Et ça sert d'héritage également aux enfants. Mais cela concernait des superficies qui étaient relativement très limitées, donc de l'ordre de 10 hectares, de l'ordre de 50 hectares maxi, etc. Mais le phénomène s'est accéléré. Ah oui, c'était juste pour illustrer un peu ça, hein, qu'il y a eu des travaux qui ont été faits par rapport à ça, qui ont montré quand même qu'une bonne partie des acquisitions de terres, en termes de nombre, hein, je ne parle pas en termes de superficie, en termes de nombre, sont plus le fait d'investisseurs locaux. Mais on verra plus tard que ce n'est pas toujours, du moins à partir de 2006-2008, ce n'est pas toujours pour les garder pour soi-même. Certains en ont fait un fonds de commerce et s'en servent évidemment comme, deviennent des intermédiaires entre donc, les propriétaires de ces terres et puis donc, certaines multinationales. Le phénomène s'est par contre accéléré à partir de 2006, comme on le voit un peu sur ce graphique et tout, toujours la source c'est toujours langue matrice. On voit très bien que entre 2000 et puis, pardon, entre 2000
Et puis 2006, bon, la croissance, la progression de l'intention d'acquisition de terres s'est restée assez limitée. Mais à partir de 2006-2008, on voit que la progression est beaucoup plus importante. Hein. On a vraiment eu un nombre impressionnant donc, de demandes qui ont été faites. Mais cette demande-là tend actuellement à se tasser. Donc il y a de moins en moins, en tout cas recensé, de demandes d'acquisition de terres en Afrique. Alors, quelles sont les causes essentielles de ce phénomène? La crise est 3F, Triple F Crisis. 2007-2008, le premier F, c'est food, la crise alimentaire. Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. 2007-2008, les prix des produits de base ont augmenté. Les prix sont devenus très variables. Certains pays qui sont des importateurs nets de denrées alimentaires et qui, pour certains, font face également à des soucis de stress hydrique, comme ça a été évoqué, Moyen-Orient, Japon, Corée, etc., ont décidé donc de travailler dans le but de sécuriser les approvisionnements alimentaires de leur population. Et cela passait par, notamment, externaliser la production agricole dans certains cas, comme l'Arabie Saoudite, où on a décidé, je pense, cette année, ça doit être le deadline, de ne plus produire du blé et de le produire à l'étranger et de l'importer. Le deuxième F, c'est le fuel, donc le carburant. On a eu, en raison donc également là, de l'augmentation du prix du pétrole, au cours de la même période à peu près, de la prise importante, de l'importance, je dirais, des questions environnementales de plus en plus dans les débats de société, de réglementations incitatives mises en place par l'Union européenne et par les États-Unis, une hausse de la demande en biocarburant. Où produire, il faut rechercher des terres. Le troisième F, enfin, c'est la crise financière mondiale également, toujours pas loin au cours de la même période, où il était devenu important donc, aux gestionnaires de diversifier leur portefeuille et les investissements dans l'agriculture devenaient attractifs parce que l'augmentation du prix des denrées alimentaires était là. La finance carbone est devenue quelque chose de très viable, très visible. On parle même de rentabilité de l'ordre de 10 à 20% pour les fonds qui ont acquis du foncier agricole au cours de cette période. Donc vraiment, c'était pour les fonds de pension qui ont acquis donc, du foncier agricole pour cette période, ça montre vraiment que c'était devenu très, très intéressant d'investir donc, dans l'acquisition de terres. Le phénomène est là, mais pourquoi l'Afrique intéresse les gens? L'Afrique intéressait les gens pour plusieurs raisons. La première raison, c'était le faible taux apparent, j'insiste sur le terme apparent, d'utilisation des terres agricoles. On parle de environ 20% des terres cultivables qui sont réellement mises en valeur. J'insiste sur les termes apparents parce qu'on verra tout à l'heure. Beaucoup de sols terres fertiles, le Congo, le delta du Tana, les vallées du Niger, de l'Ouémé, des sols vraiment fertiles. Des coûts de production, ou en tout cas des coûts très faibles et très attractifs. La main-d'œuvre agricole, moins d'$1 par jour dans certains pays. Le coût de location de la terre, l'Éthiopie était autour de $1 par hectare et par an, donc moins de 10 $. La cession relativement faible aussi quand on compare à plusieurs autres pays. Il n'y avait pas non plus de tests. La législation foncière n'est pas n'est pas à jour. Les textes sont dépassés. Ils coexistent parfois dans certains pays avec le droit foncier coutumier qui n'est pas reconnu par certains États. Et la Banque mondiale a mené une enquête donc en 2010, je pense bien, où on a montré que 90% des terres agricoles en Afrique ne sont pas enregistrées, donc ne disposent pas de titre de propriété. Ils utilisent la terre, mais ils ne disposent pas de titre de propriété. Aujourd'hui, donc, des réformes sont en cours dans plusieurs pays avec le financement de la Banque mondiale et notamment du Millennium Challenge Compte, où on travaille un peu donc, à faire les plans fonciers ruraux, par exemple, pour mettre donc, des titres fonciers à la disposition des paysans. Ça peut être, je l'avais entendu tout à l'heure dans l'une des présentations, un moyen de permettre aux paysans d'accéder au crédit, mais ça peut également entraîner une véritable marchandisation de la terre. Donc, au lieu de la mettre en valeur, sa valeur étant importante aujourd'hui, le paysan peut la céder. Donc là aussi, il faut être très prudent avec ces différents outils.
Les pays africains présentent un avantage comparatif indéniable parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont éligibles à plein de régimes douaniers spéciaux à l'exportation, même si tout ça va être, risque de disparaître un peu avec les accords de Cotonou, je vais dire maintenant. Donc, en tout cas, ACP, AGOA, tout ça qui permet d'exporter vers certains pays européens ou américains donc, avec des tarifs préférentiels. Donc, ça peut être intéressant de produire à partir de l'Afrique. Les pays concernés, je pense qu'il y avait un petit souci. Bon, juste pour vous montrer que, en fait, le phénomène est très régionalisé. On a la région de l'Afrique de l'Ouest qui est très touchée, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, avec les cas particuliers. Quand on verra tout à l'heure, par exemple, de l'Éthiopie, le Mali ou Madagascar qui avait défrayé la chronique et tout. Et bon, mais bref, montrer que vraiment le phénomène est plutôt très axé en Afrique subsaharienne. Qui sont les acteurs? Qui sont les nouveaux acteurs de ce phénomène d'accaparement? Évidemment, les vendeurs, ce sont les États, parce que la terre appartient à l'État dans beaucoup de pays. Il y a des privés à qui ça appartient, ces terres, mais également, je vous ai parlé tout à l'heure des intermédiaires, qui sont donc des gens locaux qui achètent la terre, c'est de la spéculation en vue de la revendre. Les acheteurs, le secteur privé, essentiellement des acheteurs locaux intermédiaires, des multinationales dans l'agroalimentaire qui recherchent donc des terres pour sécuriser un peu leur production, des groupes financiers, des fonds de pension, aujourd'hui qui s'intéressent à l'acquisition de la terre, qui l'achètent non pas pour produire, mais réellement pour... voilà, c'est un investissement purement financier. Et on a également l'intervention de certains États à travers les fonds d'investissement nationaux. China Africa Development Fund, Kuwait China Investment Corporation, Mali Libya, Qatar Investment Authority, etc., qui sont donc des fonds d'investissement nationaux qui sont également impliqués dans l'acquisition de terres. Quelle est la provenance des acheteurs? Juste pour vous montrer qu'en fait, quand même, l'origine des acheteurs reste dominée donc, par l'Europe. On a fait cette classification plutôt en termes de millions d'hectares. Donc l'Europe, suivie de près donc, par l'Afrique, les intermédiaires, voire parfois donc l'Afrique du Sud également qui acquiert des terres au Nigeria et au Congo notamment. Suivent après, je pense bien, l'Asie et donc le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et d'autres. Bref, une diversité donc d'investisseurs. D'accord. Alors, les terres qui sont acquises en Afrique, elles le sont pourquoi? Quelles sont les intentions des acheteurs? Qu'est-ce qu'ils disent? À peu près à près de 80%, c'est pour faire l'agriculture. 11% destinés donc à la conservation forestière, donc je parlais de la finance carbone là. 5% l'énergie renouvelable, donc production d'agrocarburants. Et 1% dans les projets touristiques, et enfin donc 5% qui étaient à multiples usages. Donc globalement, c'est pour produire des denrées agricoles que les terres sont acquises ou prises. Le mode d'emploi ou le mode d'acquisition, c'est location, concession, voire achat. Mais beaucoup de subterfuges utilisés. Parfois, on fait croire donc aux populations ou aux paysans occupant ces terres que l'État est dans un processus d'expropriation, donc il vaut mieux vendre avant que vous ne soyez exproprié. Parfois, on fait des promesses productivistes très élevées pour dire aux gens, oui, voilà, si les terres, on les prend, voilà, les rendements vont être meilleurs, etc., mais qui ne sont parfois pas atteints. Et il y a le rôle très important que jouent donc les intermédiaires locaux pour arranger donc, ces différentes transactions. Qu'est-ce qu'on attendait en fait de ces investissements? Les États qui sont favorables à ces investissements agricoles, ou en tout cas ces acquisitions de terres par les multinationales et autres, ou à grande échelle, les États attendaient donc qu'il y ait à travers le transfert de technologie et à travers la mise en place d'infrastructures que l'agriculture soit un peu plus modernisée. Ils attendaient évidemment une augmentation de leurs recettes, la création d'emplois agricoles et industriels, ce qui d'ailleurs allait contribuer d'une part à réduire l'exode rural et réduire la pauvreté en milieu rural, renforcer les compétences techniques et de gestion locale, donc on parle donc une fois de transfert de compétences,
Et enfin, évidemment, améliorer l'accès des producteurs aux marchés, des marchés internationaux auxquels ils n'avaient pas forcément accès. Mais que se passe-t-il réellement? En tout cas, plusieurs questions se posent aujourd'hui. Et on va voir comment ça fait changer la situation. La première question a été déjà évoquée, c'est le problème de la disponibilité réelle des terres. 20%, j'avais dit tout à l'heure, donc apparent. Les terres qu'on juge inoccupées aujourd'hui, et ça a été évoqué tout à l'heure également, certaines terres servent à de la culture itinérante, certaines terres sont en jachère, au pâturage, des zones protégées, à la rotation de culture dans certaines zones. Donc une terre peut ne pas être exploitée de façon continue, mais en fait, elle a un usage précis dans la communauté qui vit autour ou dans la zone. Donc, il faut en tenir compte. Il y a un besoin, même si on doit augmenter les rendements, comme ça a été indiqué, il y aura de toutes les manières, en raison de la demande, une expansion des cultures, une augmentation des surfaces. Et on a estimé cela à peu près à 64 millions dans les pays en voie de développement, millions d'hectares, pardon, parce que les besoins seront multipliés par 5 d'ici 2050. Donc là encore, il faudra en tenir compte avant de dire, parce qu'il se peut qu'en son temps, ces terres ne soient plus disponibles pour couvrir les besoins des populations locales. L'autre question, ce sont évidemment les questions environnementales, parce que le plus souvent, ce qu'on remarque, c'est que dans la plupart des contrats qui sont signés, les clauses environnementales sont quasi inexistantes. Et évidemment, quand une partie des terres sont prises donc pour produire, notamment, par exemple en Éthiopie, du riz ou des fleurs à l'export, les terres qui restent, ce sont sur ces terres que tout le monde va maintenant se mettre pour produire à manger, Donc réellement, on a une forte pression maintenant sur ces terres qui vont vite s'appauvrir, évidemment, parce que la petite agriculture, comme on l'a dit, n'utilise pas forcément des intrants pour amender le sol. Le statut social et les conflits, c'est une réelle menace, parce qu'aujourd'hui, il existe des droits dans les communautés, dans certaines communautés au niveau rural, en matière de gestion du pâturage, en matière de gestion de l'eau. Tout ça, aujourd'hui, est perdu. On a parlé de l'élevage transhumant. Il y a un réel problème, parce que réellement, on a fermé certains couloirs, donc les éleveurs transhumants vont repasser donc, sur les terrains qui sont cultivés par d'autres agriculteurs, donc il y a ce souci qui va se poser, et évidemment, souci de marginalisation des femmes, parce qu'elles jouent un rôle très important dans les activités agro-pastorales. La sécurité alimentaire qui risque d'être également mise à mal, parce que la plupart des projets qui avaient été mis en place jusque-là étaient des projets qui étaient destinés à l'exportation, c'est-à-dire c'est vraiment produit pour exporter. Ce n'était pas destiné au marché local. L'emploi, revenu pour les agriculteurs, rapport de la Banque mondiale, on parle de 0,05 emplois par hectare qui ont été créés en Éthiopie, alors que ce n'était pas ce qui était prévu. On a prévu, et c'était tout à fait logique parce que l'investisseur ne venait pas pour faire des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Il veut produire efficacement, donc il vient avec la mécanisation, donc évidemment, on perd des emplois. Et à Madagascar, par exemple, on a comparé une situation avant et après. Avant le projet, il y avait 1,2 petites exploitations familiales par hectare. Après le projet, le nombre d'emplois qui a été créé, c'est 0,006. Donc il y a un écart là déjà sur lequel il faudra réfléchir. On a également un risque de bulle spéculative parce qu'on a financiarisé la terre, marchandisé l'agriculture, je dirais. Peu de projets ont démarré. Et dans les zones où les projets n'ont pas évolué ou ont échoué, on a aujourd'hui de graves problèmes sociaux. Parce que des ouvriers qui étaient censés vivre de ces activités ne le sont pas. Alors, les investisseurs également ont dû faire face à des réalités sur le terrain. C'est que les infrastructures n'existaient pas, évidemment, donc il fallait tout mettre en place. Évidemment, les systèmes d'irrigation n'existaient pas. Ils ont eu quelques difficultés réelles à s'adapter aux spécificités, aux attentes des populations et autorités locales qui, en fait, n'étaient pas toujours impliquées dans le processus de décision. Donc, ils ont dû leur faire face sur le terrain. Ils ont sous-estimé pour beaucoup la complexité de la mise en œuvre de projets agricoles en Afrique. Ça, il faut le reconnaître parce que, il n'y a pas toutes les commodités pour pouvoir mettre en place facilement certains projets.
le manque de capitaux dans certains cas. Certains ont fait preuve de faiblesse en termes de maîtrise technique, parce que ce n'était pas forcément leur domaine au départ. Et évidemment, ont dû faire face à une forte contestation de la société civile et des organisations paysannes qui n'ont pas lâché l'affaire, je dirais. Comment évolue la situation? Je vais prendre seulement deux projets phares qui avaient vraiment défrayé la chronique. On a au Mali le cas de Mali-Libya qui était sur financement libyen. 100 000 hectares, le projet c'était 100 000 hectares pour produire du riz et de la tomate. Le canal d'irrigation a été réalisé, comme il est là, vous le voyez, un immense canal. Les terres ont été bornées, puis plus aucun aménagement. Le projet s'est arrêté depuis 2010, ceci bien avant même les événements, je dirais, libyens ou maliens. Or, plusieurs populations ont été déplacées, des gens ont été expropriés, et aujourd'hui, la situation est, voilà, en l'état, personne ne sait qui doit prendre la responsabilité ou pas, etc. Donc, voilà une situation. Deuxième situation qui est quand même emblématique, c'était un peu l'Éthiopie, avec cette entreprise indienne, Karuturi Global Limited, qui avait tellement défrayé la chronique à tel point que la province du Gambela en Éthiopie avait été... on lui avait changé de nom en parlant de Karuturistan, parce qu'en fait, cette entreprise avait obtenu plus de 300 000 hectares de terre pour une concession de 40 ans x 2, pour produire du palmier à huile et du riz. Au jour d'aujourd'hui, seulement 5% des terres ont été mises en valeur. L'entreprise a fait face à des difficultés financières importantes. Il y a eu des grosses inondations qui ont détruit une bonne partie des cultures. Et on a expliqué cela après par le fait que les études hydrologiques, les études voilà, je dirais de situation n'ont pas été bien faites avant de lancer le projet, parce que c'est des zones qui s'inondent de façon cyclique. On n'a pas pris ça en compte. Ensuite, ils ont dû faire face à une contestation continue de leurs employés de la population locale. Et ça a amené le gouvernement éthiopien à réduire donc leur bail en 2010 à 100 000 hectares. Et cette entreprise, qui est basée également au Kenya, qui exporte des fleurs et autres, fait face actuellement à de graves difficultés. Ce qui l'a amené notamment, j'en parlais, à fermer écoles et centres de santé qu'elle avait créés au profit des populations des zones concernées. Donc, voilà un peu les difficultés. Juste à titre d'exemple aussi, cette entreprise saoudienne qui voilà, avait 10 000 hectares, mais a juste produit 350 hectares. Le Mozambique, qui a prévu de devenir donc un champion des agrocarburants d'ici 2025, prévision de 500 000 tonnes prévues. Ils ont autorisé pour cela un peu plus de 200, à peu près 210 000 hectares, moins de 3% étaient réellement en production l'année dernière, et aujourd'hui on parle d'à peu près un peu moins de 4 000 tonnes d'agrocarburants qui ont été réellement produits. Quelques projets ont quand même avancé dans ce sens. Il y a par exemple la Clean Star Mozambique qui produit actuellement de l'éthanol en vue de remplacer un peu le charbon de bois qui est utilisé en milieu humain, donc ce qui contribue à protéger l'environnement. Mais beaucoup de ces projets ils sont toujours en stand-by ou en phase expérimentale, n'ont pas encore connu la production. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que les autres orateurs également l'ont dit, il y a une nécessité très claire d'investir dans l'agriculture en Afrique. Très clair, il n'y a pas de discussion, on a besoin d'investissement. Si on veut que l'agriculture puisse nourrir le nombre croissant donc je dirais d'Africains dans les années à venir et également être un levier économique comme il est censé l'être, il faudra investir dans l'agriculture. Mais cet investissement doit être fait de manière un peu raisonnée quand même. Aujourd'hui, on parle de la qualité des contrats. Quand on compare les contrats pétroliers qui font peut-être 500 pages ou 1000 pages, aux contrats qui ont été signés dans le cadre de la mise à disposition de ces terres, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a très peu de clauses. Comme l'ont dit certains, il est écrit que, si je me souviens bien, l'investisseur a le devoir de créer des écoles, etc. Dans un contrat, parlons-nous de devoir ou d'obligation? Donc, il y a une petite nuance qui se fait à ce niveau. Bref, il y a plusieurs
aujourd'hui, on critique ces contrats parce qu'ils manquent vraiment de consistance. Alors, ce qu'on souhaite, c'est évidemment qu'il y ait un peu plus de transparence, une meilleure gouvernance, on revient encore à cela, dans ces contrats, que les populations locales et les organisations paysannes soient impliquées, puisque c'est pour eux qu'on est censé donc faire ces investissements, que les réglementations qui existent soient plus appliquées. Plusieurs organismes internationaux, FAO, FIDA, CNUSED et Banque mondiale, ont défini un certain nombre de principes dits de l'agro-investissement responsable, qui sont pour moi quand même un début pour pouvoir mettre un peu plus une meilleure transparence dans ces transactions. Le Bénin et l'Éthiopie ont commencé par changer les législations aujourd'hui. On limite les surfaces et on augmente les surfaces qu'à mesure qu'elles sont mises en valeur par les investisseurs. Donc ça limite également la spéculation éventuelle. Les études d'impact sur l'environnement et sur l'économie locale qui doivent être systématiques, obligatoires, qui doivent apparaître dans les documents. Favoriser des projets qui ont réussi, de partenariats réels, de transfert de compétences. On parle des projets notamment à haute intensité de main-d'œuvre, mais surtout des projets avec des partenaires locaux. Ça, c'est des chocolats qui sont très bien habillés, qui sont produits au Ghana par une coopérative de 60 000 producteurs et qui ont créé donc avec un investisseur étranger la Divine Chocolate Limited en Angleterre. Et ces producteurs possèdent 45% des parts de cette entreprise. L'Assemblée générale s'organise chaque année à Accra, donc tout le monde a le droit d'y participer. Donc ils se sentent concernés également par l'écoulement et la transformation de leurs produits. Ou encore Mali Biocarburant, où 8000 producteurs, donc de Jatropha notamment, sont associés dans l'entreprise. Il y a 2 entreprises et ils possèdent respectivement 20 et 30% des actions des entreprises. Donc il y a des possibilités de réellement faire travailler l'agriculture locale avec les investisseurs et il faudra vraiment les explorer. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Nécessité d'investissement obligatoire, besoins alimentaires et développement économique l'exigent. La dynamique d'accaparement des terres, on peut le voir un peu, c'est ralenti un peu, en tout cas officiellement, en tout cas selon les données qu'on a récoltées, elle est moins forte qu'il y a quelques années. Il y a des risques importants qui pèsent sur les investisseurs et les pays concernés lorsque les accaparements se font sans concertation et à des échelles qui sont trop importantes. On l'a vu notamment à Madagascar, on soupçonne que la chute du régime du président, en tout cas précédent président, serait due également à ce conflit avec Daewoo, où 2 millions d'hectares devaient être cédés à Daewoo. Et je pense qu'il est important qu'on pense à installer ou à établir toujours un partenariat entre les États, les petits agriculteurs et les investisseurs, afin que tout le monde puisse profiter de ces investissements qui seraient réalisés. Je vous remercie. De la lecture complémentaire, quelques livres qui sont assez intéressants sur le sujet, et donc je vous remercie. Thank you so much. I suggest you maybe to take at least, let's say, 2 questions or so, and then to proceed our discussion during the coffee break, maybe. So there is one question there. Well, I've seen 2. Est-ce qu'il n'est pas quand même difficile d'investir en Afrique à l'heure actuelle, vu le manque de réglementation, le manque de droits pour l'investisseur et le courage qu'il faut pour investir en Afrique maintenant? Oui, mais si vous voyez les rendements, les taux, les retours sur investissement, je pense que le risque il est à prendre. Je veux dire qu'en fait, comme ça a été dit, tout est à faire. Si vous vous y prenez bien, vous allez vous en sortir, mais je peux même rajouter actuellement que les législations sont en train d'évoluer. J'ai parlé du MCA, par exemple, au Bénin, qui a travaillé un peu sur tout ce qui est plans fonciers ruraux, qui a travaillé sur une nouvelle définition du code foncier qui est à l'Assemblée actuellement, après concertation avec les associations de paysans et tout, etc., même s'ils ne sont pas d'accord, mais on est arrivé à un consensus. Donc aujourd'hui, de plus en plus, la plupart des pays africains mettent l'accent un peu sur ça.
Le classement Doing Business également met la pression sur la plupart des pays pour améliorer le climat des investissements, etc. Donc des choses sont en train d'être faites, hein, je pense bien que... Mais je le répète, le retour sur investissement également peut être voilà, un critère pour investir. Oui, merci Lionel donc, pour votre présentation. Donc une question réflexion. Vous avez évoqué les 3 F. Moi, je vous proposerai un 4e F, qui est celui des femmes, parce qu'il me semble qu'on pourrait relier aussi cette question aux difficultés d'accès des droits de la terre de la femme. C'est-à-dire qu'en matière successorale, il me semble qu'en Afrique, la femme a très peu accès donc si vous voulez, aux biens, et de ce fait, ça l'exclut ipso facto finalement de travailler sur le terrain. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, si le droit a changé, finalement permettre ça serait aussi une solution pour que les femmes puissent exploiter la terre. Bon, je ne pense pas que ça puisse être remonté au niveau de ces 3 F, mais dans tous les cas, c'est une problématique importante. Et je sais que dans le code civil, par exemple, je prends toujours le cas du Bénin, aujourd'hui dans le code civil béninois et dans le code foncier, donc en fait, les femmes ont autant de droits qu'aux hommes à l'héritage, par exemple, de la terre, ce qui n'était pas le cas réellement il y a quelques années. Donc actuellement, je pense que dans la plupart des pays, ça aussi, ça va évoluer. Et tout, je pense que c'est quelque chose qui va être pris en compte. Merci Lionel. Je sais que ça fait assez longtemps que tu réfléchis à ces problèmes et je te remercie pour ton exposé. Mais j'étais en train de penser la question de la taille. Parce qu'on a parlé du Brésil. Au Brésil, il y a des exploitations de 50 000, 100 000 hectares, etc. Et on a dit tout à l'heure, souvent c'est des familles. Et là, ce qui est réussi, ce sont d'autres formes, coopération. Et je pense que tout ça, c'est pas une question, c'est une question de gouvernance et de respect d'un certain nombre de principes. L'autre chose, c'est que on dit quelquefois le fait qu'il n'y ait pas de titre de propriété fait que, d'ailleurs, ça supposerait qu'il y ait un système bancaire. On ne peut pas aller à la banque en disant je vous donne en gage mes 500 hectares ou n'importe quoi, donnez-moi de l'argent pour développer. Bon, c'est un peu un mythe parce qu'il n'y a pas de système bancaire. Mais enfin, quand même, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de cadastre, de titre de propriété, que ce soit le droit oral qui existe, y compris dans les pays désertiques, je pense que ça, c'est un obstacle important. En tout cas, merci beaucoup pour ta contribution. Bon, pardon, juste, voilà. Non, pour ce qui est de l'absence des titres, il y a aujourd'hui, par exemple, des terres qui appartiennent à des familles qui sont, je parlais même en termes de kilomètres carrés, je ne parle pas en termes d'hectares, qui existent aujourd'hui, qui appartiennent à des familles aujourd'hui, mais qui ont même réellement, pour eux, par contre, des titres de propriété sur ces terrains. Mais ce n'est pas des terres qui sont mises en valeur dans le cadre agricole, donc ça peut être... disons, une possibilité de travailler avec ce genre de famille. Mais j'ai parlé aussi de la mise en place déjà, par exemple, des titres fonciers en milieu rural. Ça a été un vrai parcours de combattant parce que réellement, les limites entre villages, par exemple, n'étaient pas bien connues. Donc, le programme Millennium Challenge, donc, qui est un programme du gouvernement américain, a pris certaines zones qu'on a utilisées comme des zones pilotes sur lesquels on a travaillé réellement pour établir les plans fonciers ruraux. Et ça, c'est une première, il faut le reconnaître, dans certains pays. Bon, comme je l'ai dit, le risque que certaines organisations paysannes ont posé, c'est le fait que la terre devienne un produit financier. Parce que nous, on vise le fait que ça puisse favoriser l'investissement, parce que ça te permet d'avoir une garantie pour avoir du crédit en banque et développer ton activité. Mais dans certaines familles, certains disent non, moi je ne suis pas intéressé par l'agriculture, on n'a qu'à vendre et chacun prend sa part. Donc ça ne pouvait pas se faire jusque-là parce qu'on n'avait pas de titre digne de ce nom, mais on pourrait également assister à cela. Donc une dépossession, je dirais volontaire, des propriétaires, bon, parce que la terre a de la valeur maintenant parce qu'elle a un titre foncier. Donc
c'est des pistes de réflexion sur lesquelles il faut continuer à travailler, qu'on ne devrait pas négliger, quoi. Une ou deux brèves remarques. D'abord, bravo Lionel, parce que j'ai rarement entendu ou vu une présentation aussi bonne, je dois dire, sur un sujet complexe, qui fait apparaître les différentes facettes de ce sujet, qui est donc voilà, particulièrement difficile, dans laquelle, sinon on tombe facilement dans la caricature dans un sens ou dans l'autre. Donc bravo. Le point que je voudrais faire, c'est qu'il me semble qu'en arrière-plan de beaucoup de ces débats, une des facettes, c'est pas la seule, mais ça traduit aussi quelque chose dont j'ai essayé de parler tout à l'heure, c'est au fond un constat assez terrible qui est celui d'un certain manque de confiance de la part des gouvernements déjà dans leur agriculture familiale. Et donc, d'une certaine manière, alors, c'est un cercle vicieux parce qu'on a refusé pendant très longtemps à ces agricultures de leur donner les moyens de produire, de devenir plus compétitives, plus efficaces. Et donc, du coup, effectivement, elles ne le sont pas ou pas assez. Et donc, du coup, quand il y a un souci tel qu'il se produit depuis quelques années, où on sent ce besoin beaucoup plus qu'auparavant d'augmenter la production, vers qui on se tourne? On ne se tourne pas, ou pas prioritairement, vers ces agricultures familiales, et on va chercher des investisseurs extérieurs, qu'ils soient nationaux d'ailleurs ou étrangers. Donc là, il y a là un cercle vicieux qu'il faut bien quand même essayer de rompre à un moment donné, ou en tout cas de ralentir. Et à mon avis, ça passe voilà, par une reconnaissance, mais plus que ça, par le fait de donner véritablement les moyens à ces petites et moyennes exploitations qui, encore une fois, sont capables, et le prouvent déjà dans beaucoup de cas, de pouvoir approvisionner les marchés de manière tout à fait concurrentielle. Okay, I believe we close the session for this morning. I'd like to acknowledge all the speakers from this morning and also the participation from the audience. Thank you so much.